Bonjour Nicolas. Bonjour, bonjour Pavel. Est-ce que d'abord tu peux te présenter? Yes, donc moi je m'appelle Nicolas, je suis... voilà, je recommence. Donc moi je m'appelle Nicolas, j'utilise les pronoms il et yel et je suis beaucoup de choses à TKB, principalement encadrant et chargé des formations, voilà, et bénévole de manière générale sur tous les aspects de la sauce. C'est ça. Et donc TKB pour Transkit Belgium. Oui, TKB donc qui est Transkit Belgique. Ouais, c'est ça. Et donc Transkit Belgique, c'est quoi finalement? Alors, Transkit Belgique, c'est la première association belge francophone pour l'aide, l'écoute et l'accompagnement des jeunes personnes trans et créatives dans leur genre de 0 à 20 ans et leurs familles ou les adultes qui gravitent autour d'eux de manière générale. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on entend par créatif dans son genre? Créative dans son genre, en gros, c'est pour dire que l'identité vraiment trans, des fois, elle met un petit temps à se construire. Et en fait, un enfant qui commence, ne serait-ce qu'à se poser un peu des questions et à vouloir expérimenter sur les questions de genre, c'est déjà un enfant qu'on peut aider, qu'on peut accompagner. Maintenant que cet enfant décide de se définir comme trans ou pas, ça c'est son choix. Souvent, c'est quelque chose qui arrive un peu plus tard. Des fois, on suit des jeunes aussi jeunes que 5-6 ans. Donc la question de la transidentité, elle n'est pas encore là. Eux, ils ont juste envie de tester des trucs et puis d'être qui ils sont à l'intérieur, quoi. C'est ça. Et du coup, concrètement, c'est quoi les activités de Transkit? Alors, Transkit, donc on a plein de trucs à plusieurs niveaux. Donc déjà, au quotidien, on gère 2 groupes de soutien pour les parents via des réseaux sociaux. Donc un groupe sur Facebook, un groupe sur WhatsApp. Et on a un serveur Discord pour les jeunes, qui est un endroit où des personnes ressources sont disponibles. Donc que ce soit ceux qu'on appelle les encadrants, donc c'est les encadrants en gros, c'est des personnes trans entre 20 et 30, 35. On joue un peu avec les chiffres. Normalement c'est entre 20 et 30, mais des fois on a besoin de gens et donc voilà. L'idée c'est que ce soit des personnes qui sont un peu de l'âge après celui des jeunes pour avoir un peu un rôle de rôle modèle entre guillemets. Donc il y a des encadrants, il y a des parents ressources. Donc ça c'est des parents qui sont déjà assez loin dans leur cheminement, dans leur réflexion et dans la transition de leur enfant pour être des personnes ressources, des personnes qui sont généralement très renseignées, très éduquées sur le sujet de la transidentité. Et donc, sur tous ces groupes de soutien, on a toujours des encadrants et des parents ressources qui peuvent répondre aux questions des parents ou des jeunes, en sachant que la majorité des réponses, généralement, les parents classiques, on va dire, par ressources, se les donnent entre eux. Donc voilà, donc on a ça. On a aussi des réseaux sociaux qui peuvent être contactés, que ce soit par des parents ou des adultes qui gravitent autour d'un jeune, qui se posent des questions, parfois qui n'ont pas spécialement envie de venir à des activités qu'on organise, mais qui ont juste envie d'avoir le nom d'un endocrinologue qui prescrit des bloqueurs de puberté ou ce genre de choses. Après, une fois par mois, on a les rencontres mensuelles. Donc ça, c'est un moment où les jeunes et les parents sont invités. Généralement, on fait ça sous forme d'activités libres, donc c'est-à-dire des activités où ça ne va pas être très compliqué pour les jeunes de se mettre dans un coin et de discuter entre eux, et pour les parents de se mettre dans un coin et de discuter entre eux. Généralement, à ce moment-là, les jeunes sont avec les encadrants et les parents avec les parents ressources. Voilà, donc ça va être des trucs genre des pique-niques, des après-midi jeux de société, des trucs comme ça, des bowling, patinoires, enfin voilà, des activités qui plaisent aux jeunes aussi en général. Donc voilà, et alors 1 à 2 fois par an, on a ce qu'on appelle les fabuleux week-ends. Donc ça dure en général 3 ou 4 jours. C'est un week-end pendant les vacances scolaires où on emmène les enfants en résidentiel dans un gîte. Et pendant 3-4 jours, c'est juste les enfants et les encadrants. Et les enfants ont des activités, que ce soit ludiques ou utiles ou qui peuvent, ou éducatives, des activités sur tout un tas de sujets. L'idée, c'est pas de leur parler de transidentité pendant 3 jours, c'est de leur offrir un espace où ils peuvent juste être eux-mêmes,
vivre leurs expériences dont, par exemple, les expériences d'ados dont parfois les personnes queer, une fois adultes, se rendent compte qu'elles en ont été assez privées. Bah, nous, on aime bien les petits week-ends de 4 jours où il y a des amourettes qui durent pas et des trucs comme ça, quoi. Donc, entre autres choses. Et puis, Vacances, quoi. voilà, c'est ça, c'est un peu les camps de vacances. On aimerait faire des camps de vacances d'une semaine, mais actuellement, on n'a pas la logistique. Donc voilà. Et alors, pour l'instant, actuellement, en 2025, les activités, du coup, la majorité des activités, à part celles sur les réseaux sociaux, elles sont mises en pause, mais on va reprendre en 2026, si tout se passe bien. C'est ça. Et parce que du coup, j'ai peut-être deux questions. Il y en a une, c'était au niveau des encadrants, justement, c'est uniquement des personnes concernées ou, Ouais, pour les encadrants, on prend uniquement des personnes concernées. Maintenant, on a des encadrants un peu spéciaux, on va dire. Enfin, il y a des personnes qui ont des rôles un peu spéciaux. Par exemple, on a un référent médical qui est un médecin qui est cisgenre, mais qui est spécialisé dans les transitions hormonales de genre. Et donc, lui, il est régulièrement invité, que ce soit au week-end et aux rencontres, parce que les parents adorent lui poser des questions, et les jeunes aussi. Régulièrement, à quasiment tous les week-ends, il fait une activité question-réponse pour les jeunes. Ouais, parce que je dirais, c'est aussi une dimension qui, j'imagine, intéresse les parents et les jeunes. Et qui pose énormément de questions, oui, tout à fait. Les jeunes, généralement les jeunes voient beaucoup de trucs et se renseignent beaucoup sur les réseaux sociaux à partir d'un certain âge, évidemment. Les ados qu'on a souvent sont assez au courant. Mais par exemple, quand on a un jeune de 10-11 ans qui n'a pas accès aux réseaux sociaux, qui voit sa puberté arriver à grands pas, et qui n'en a pas du tout envie, lui, du coup, va beaucoup plus bénéficier d'avoir quelqu'un qui pose ces questions-là. J'imagine aussi, le fait de se renseigner sur les réseaux sociaux, ça peut apporter des choses, mais tu sais pas d'où vient l'information, de qui elle vient et dans quel contexte. Parce que même au niveau juridique, si tu prends des informations des États-Unis, c'est pas du tout la même chose que. Tout à fait. Logique. Même en France, j'ai déjà eu des jeunes qui étaient persuadés qu'en Belgique, on devait comparaître devant un tribunal pour changer ses papiers, alors que pas du tout. Il n'y a pas besoin de ça en Belgique, c'est en France que c'est encore comme ça. Et du coup, au niveau des activités, justement, ça concerne toute la Belgique, ça concerne. Oui, alors, nous, on n'a pas de locaux. Et donc, ce serait un rêve d'en avoir, et de pouvoir organiser des permanences et tout ça, mais on n'y est pas encore. Et donc, pour l'instant, nos activités, en gros, on essaye de bouger un peu partout en Belgique. Notre calendrier des activités, on essaie de prendre en compte le plus de trucs possible quand on l'organise, mais notamment le fait de pouvoir bouger, d'aller partout, parce qu'en fait, on a des jeunes vraiment partout en Belgique francophone, que ce soit à Bruxelles, dans le Hainaut, à Liège. Alors, on n'en a pas beaucoup dans le Luxembourg. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'habitants dans le Luxembourg de manière générale. En tout cas, on n'a pas beaucoup de jeunes dans le Luxembourg. Peut-être qu'on n'arrive pas à les joindre et que c'est un problème. Mais bon, on n'a pas trop fait d'activités dans le Luxembourg, mais souvent on fait Liège, Namur, Bruxelles, Charleroi. Parce qu'on a quelques jeunes à Charleroi. C'est la Fédération Wallonie de Bruxelles. Fédération Wallonie de Bruxelles. Non, pas en Flandre alors. Non, c'est ça, Belgique francophone. Ah oui, exclusivement. Alors on a eu des néerlandophones qui venaient, mais les activités sont en français, donc c'était des néerlandophones qui parlaient bien français, parce que il y a aussi une association néerlandophone, mais voilà, parfois c'est plus pratique pour certains de venir à des rencontres à Bruxelles parce que c'est plus proche de chez eux. Parce que du coup, vous avez un équivalent en Flandre Alors, je suis pas sûr. En fait, je suis pas sûr de s'il existe toujours. Je sais que quand l'association a été créée, il y avait un équivalent en Flandre, mais je suis pas certain de son statut aujourd'hui. Moi, j'ai déjà à différents endroits rencontré des assos trans flamandes, mais par contre, je pense pas connaître qui sont dirigés spécifiquement vers la jeunesse. Ouais, en fait, c'est vraiment important d'avoir des associations qui sont spécialisées dans les jeunes, parce que les associations d'adultes, même s'ils ont l'envie d'accueillir des jeunes, en fait, n'offrent pas des espaces qui sont vraiment
action vraiment appropriée, quoi. Ne serait-ce que, par exemple, le fait que c'est très difficile de faire entrer des parents qui sont dans un tout début de chemin d'acceptation dans une maison arc-en-ciel, ou dans un truc qui a un drapeau arc-en-ciel qui flotte à la fenêtre, quoi. Oui, c'est ça. Ce genre de truc. Ou si jamais c'est des activités juste de sociabilisation, s'il y a des adultes, de l'alcool et de la musique très forte, les enfants n'y trouvent pas leur compte non plus. C'est aussi pour ça que Transkids a été créé à la base. C'est ça. Et du coup, Transkids existe depuis combien de temps? On a commencé les activités en 2018 et l'ASBL a été créée en 2019. C'est ça. Et du coup, c'est quoi les priorités alors aujourd'hui en Belgique pour les jeunes qui ont cette créativité dans leur genre, les jeunes trans aussi, et c'est quoi, et en particulier pour Transkids en tant qu'association? Pour moi, l'enjeu vraiment principal, mais si je devais citer les enjeux, je pense qu'on y passerait la nuit. Pour moi, l'enjeu principal, c'est de lutter contre la désinformation. Parce qu'en fait, aujourd'hui, partout dans le monde, quand on parle de transidentité, et particulièrement quand on parle de transidentité chez les jeunes, chez les mineurs, il y a énormément de désinformation qui va avec. C'est-à-dire qu'on raconte tout et son contraire, on fait dire absolument n'importe quoi à des chiffres qui ont pourtant été évalués de manière scientifique, quoi. Et du coup, on se retrouve avec beaucoup trop d'informations qui sont pas correctes. Et nous, on se retrouve très souvent à recevoir des jeunes ou des parents qui ont eu l'impression de recevoir certaines informations et qui en fait n'en ont pas du tout. Moi, à Transkids, je gère la formation et notamment on fait beaucoup de formations dans les écoles. Et donc, généralement, les écoles qu'on fait, c'est des écoles qui ont entendu parler de nous parce qu'un de leurs élèves fréquente l'association. Et donc, moi, ce que je fais beaucoup, c'est former le corps enseignant. Et pareil, énormément de désinformation, quoi. Tout le monde est persuadé qu'un enfant trans va forcément changer d'avis plus tard, alors qu'il y a le même taux de détransition chez les jeunes que chez les adultes, et il est très très faible. Tout le monde est persuadé que les bloqueurs de puberté ont des effets extrêmement néfastes ou sont des médicaments sur lesquels on n'a pas assez de recul pour savoir ce que ça va faire. Pas du tout. Ça fait très longtemps qu'on les teste sur des enfants 6 par exemple qui ont leur puberté trop tôt. Voilà, il y a plein de trucs comme ça. C'est ça. Voilà. C'est surtout un problème de désinformation, je trouve. Et ça, c'est quelque chose qui se travaille partout, et c'est pas juste à Transkids de le travailler. Pour moi, c'est vraiment une des grandes aides qu'on a aussi, c'est juste des personnes qui sont capables d'entendre le message et de le diffuser, quoi. Ouais. Et pour Transkids en particulier Pour Transkids en particulier, c'est une bonne question. Pour Transkids en particulier, en ce moment, nous, on essaye de se remettre un peu d'une petite crise administrative, on va appeler ça comme ça. Beaucoup d'associations en connaissent. Beaucoup d'associations en connaissent. Mais en fait, on est sur une bonne voie, et après, quand on reprendra les activités, à mon avis, ce dont on aura besoin, ce sera surtout des bénévoles. Et éventuellement des fonds également. Mais voilà, les enjeux de Transkids actuellement, on reste un peu sur les mêmes bases depuis la création de l'association, c'est-à-dire fournir un espace d'accueil, d'écoute pour les jeunes, aider les parents dans leur chemin aussi, faire que tout le monde se sente légitime dans sa position, c'est-à-dire que les enfants sont légitimes de s'identifier dans le genre dans lequel ils s'identifient, mais les parents sont aussi légitimes d'avoir du mal à accepter ça, et c'est normal, et tous les parents passent par là, et le plus important, c'est d'avoir envie d'aller au-delà de cette difficulté. Et voilà. Et ça, du coup, tu disais que Transkids va rétablir ses activités, et vous savez déjà comment vous allez redévelopper vos activités. Donc nous, ce qu'on aimerait bien, c'est reprendre en début 2026. Ce qui est bien, c'est qu'on pourra reprendre un peu à la vitesse à laquelle on était quand on faisait des activités, parce qu'on aura vraiment cleané notre administratif, et puis voilà. Et donc, à mon avis, dès janvier, on reprendra
Le truc, c'est que pour l'instant, Transkid, ça repose sur pas énormément de gens. Et donc, on va vraiment rechercher des bénévoles, que ce soit des encadrants, des parents ressources, voilà. Et on va essayer de revenir à la rencontre de notre public aussi, parce qu'on a une des nombreuses raisons pour lesquelles on est rentré en pause, c'était une baisse de fréquentation. Mais je pense que ça, c'est vraiment juste qu'on avait du mal à atteindre notre public. Je pense pas que le public n'est pas là, c'est juste qu'il ne sait pas que nous, on est là. Et donc, à mon avis, pour ça, on aura bien besoin de l'aide d'autres associations et de toutes les personnes qui savent qu'on existe et qui pourraient côtoyer un enfant qui serait concerné par les thématiques, un enfant ou un parent. Parce que ça s'appelle Transkid, mais on travaille sur les parties. Toute la famille. Et voilà, merci déjà. Après, moi, cette interview, je l'ai expliqué, je l'ai fait dans le cadre de cette campagne de la Belgian Pride. Et j'essaye aussi d'un peu de sonder c'est quoi l'image à l'extérieur de cette communauté et comment elle peut éventuellement se mettre au service des personnes qui en ont besoin. Et du coup, la question que je pose à tout le monde, toi, c'est quoi ta vision finalement de la communauté ours, si tu la connais? Alors, moi, j'ai pas beaucoup de vision de la communauté ours. Je connais un peu l'histoire de la communauté ours, parce que de manière générale, je suis très intéressé par l'histoire des communautés LGBTQIA+. Donc je sais juste que c'est une communauté qui s'est créée un peu c'est une communauté qui s'est créée un peu en opposition au modèle de beauté classique du twink il y a fort longtemps. Maintenant, sur la communauté ours, aujourd'hui en Belgique, j'ai pas énormément d'infos, j'avoue. Et du coup, t'as une image de cette communauté? J'ai l'impression que c'est une communauté qui aime bien se retrouver entre eux. Il me semble qu'il y a un bar ours à Bruxelles. Ouais, voilà. Devant lequel je suis beaucoup passé dans ma vie, donc je sais juste qu'il y a souvent des gens en terrasse là. C'est ma vision de la communauté vert se résume à ça, à ce bar-là, honnêtement. Et du coup, dans cette, moi en tout cas, la façon dont j'interprète la communauté ours, il y a plein de gens qui l'interprètent de différentes façons, mais c'est effectivement une communauté qui s'est quand même fondée pas mal au départ de discrimination et d'expérience de cette discrimination, et qui, alors que ça se fasse concrètement ou pas toujours, mais en tout cas qui s'est quand même fondée sur une volonté d'être plus inclusive, d'avoir plus d'action, enfin pas forcément d'action, mais d'être une communauté plus ouverte à toutes sortes de vécus, à toutes sortes de personnes. Et c'est dans ce sens-là que moi je me dis que c'est intéressant d'aller se reposer la question de comment cette communauté peut aussi se rendre plus au service d'autres personnes. Donc dans ce sens-là, je te pose aussi la question, c'est comment est-ce que finalement toi tu pourrais imaginer que cette communauté-là, et peut-être plus en général, mais que les mecs cis-gays finalement pourraient aider Transkids, comment est-ce qu'on pourrait donner un support à cette association? Alors déjà, pour moi vraiment le plus important que tout le monde devrait faire, et c'est en dehors de Transkids, mais c'est pour lutter justement contre la désinformation, c'est de retenir qu'en fait les enfants trans, ils ont les mêmes besoins que les enfants cis, c'est-à-dire qu'ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin d'être crus, ils ont besoin de confiance et ils ont besoin d'amour. À partir du moment où on leur donne tout ça, ils vont s'épanouir, peu importe dans quel genre. Et donc à partir du moment où on peut transmettre ce message-là, parce qu'on peut tous à un moment dans notre vie être susceptibles de rencontrer un enfant trans, et donc à partir du moment où on a ce message-là, où on l'a compris et où on peut le transmettre, c'est le plus important. Dans la communauté BER et ailleurs, il y a des profs, il y a des chefs scouts, il y a des parents, et alors pour Transkids spécifiquement, si jamais il y a des pères trans qui regardent cette vidéo, ça serait vraiment super, parce qu'on essaye justement de donner toutes sortes de modèles aux jeunes, et donc
ce serait un modèle Classifié. un peu différent de celui que moi je donne, par exemple. Pour diversifier, oui, c'est ça. Et puis sinon, on accepte les dons. On accepte les dons. Alors pour dire justement comment on les utilise, parce que dire on accepte les dons, c'est quand même un peu juste donner de l'argent, quoi. En fait, les dons qu'on reçoit, ils nous aident à faciliter l'accès à nos activités pour les jeunes précaires. Notamment, par exemple, donc ça peut être des jeunes qui viennent de familles qui n'ont pas énormément d'argent pour vivre, mais aussi des jeunes dont les parents ne soutiennent pas spécialement le fait de participer aux activités. Et donc si ce mois-là, on a prévu une activité à Bruxelles et qu'on a un jeune de Liège qui aurait vraiment besoin de venir nous voir parce qu'il a eu un mois difficile, on lui paye le billet de train. Et donc ça, c'est notre fonds social, il est vraiment alimenté par les dons qu'on reçoit. Et donc voilà, et ça va pour des rencontres et ça va aussi pour des week-ends. Ça arrive qu'on paye intégralement le week-end à un jeune si ses parents sont en difficulté. C'est ça. Donc évidemment cet aspect du don et financier qui est central, parce que je pense pas que Transkills n'est pas subsidié de toute façon. Non, actuellement on n'est pas subsidié. C'est ça. Et au-delà de ce. Qui est effectivement une dimension qui doit être prise en compte, surtout dans les soins trans, je pense que la question de la collecte et du don est toujours très centrale et très importante, parce que il n'y a pas tant d'argent que ça qui est en jeu là-dedans. Mais côté de ça aussi, dans l'action concrète, est-ce qu'il y a des choses que tu identifies qui pourraient être bénéficier d'aide, de coups de main En fait, nous, dans la grosse majorité, notre aide, on va la chercher principalement dans la communauté trans et dans la communauté des parents de personnes trans. Maintenant, je viens de penser à un truc. Il y a un projet qu'on aimerait bien faire depuis très longtemps, c'est des groupes de parole pour les parents. Sauf qu'on a envie que ce soit bien fait. Un groupe de parole, le mieux c'est quand c'est encadré par exemple par une personne qui est psychologue, ou en tout cas qui est habituée des groupes de parole. Et pour être sûr que la parole des parents soit vraiment libérée, notre objectif ce serait que ce soit entre personnes cis. C'est ça. Que ce soit en non-mixité de personnes cis. Donc ça par exemple c'est le genre d'aide qu'on peut demander à une personne cis. Et de la même façon on va aussi essayer de faire des groupes de parole pour les enfants, mais alors là du coup ce sera en non-mixité trans de l'autre côté. Et donc on cherche des psychologues ou personnes habituées de groupes de parole cisgenres, mais quand même très renseignés sur des sujets. D'arriver sans aucun Oui, voilà, c'est ça. Il faut quand même gérer. Après, on peut faire une formation pour compléter, mais c'est ça. Faut quand même avoir le minimum. Et justement, dans les événements que vous organisez, je veux dire, tu parlais notamment de ces week-ends, mais aussi tu disais, on adorait créer des camps de vacances, quoi. Je veux dire. Ouais. Et tout ça, c'est une logistique. Est-ce que c'est des espaces dans lesquels tu pourrais imaginer que des collaborations C'est vrai, je pense à un autre truc. Si des gens ont des gîtes, je rentre dans des trucs très pratico-pratiques. Oui, enfin, juste la mise à disposition, etc. Oui, c'est ça, effectivement, mise à disposition, que ce soit de gîtes et de jouets pour enfants aussi, tout un tas de trucs. J'ai pas d'idée extrêmement précise, mais oui, pour les week-ends, si on est sur une aide un peu ponctuelle, des fois on peut avoir besoin de personnes pour nous aider pour faire la cuisine aussi. Alors actuellement on a une cuistot absolument super qui vient quasiment à tous les week-ends, c'est ma mère. Mais ça peut être aussi pour des aides logistiques. Par exemple, on n'est pas beaucoup malheureusement à avoir le permis dans les encadrants, et donc quand on est dans un gîte à la campagne pour aller chercher les courses de dernière minute pour un tel qu'on avait oublié, ça c'est vrai que ça peut être un truc un peu utile. Mais oui, je sais pas si c'est vraiment une aide qu'on peut venir chercher comme ça, parce que ce serait vraiment, je sais pas, appeler quelqu'un en urgence pour dire on va faire des courses à Anvers. Qui sait
Mais sinon, oui, ça s'organise, je sais pas. Oui, tout à fait. Enfin, moi, c'est vraiment dans cette idée-là aussi que je réfléchis à tout ce projet sur les Kerber, on peut parler. Alors, c'est pas forcément d'avoir des appels d'urgence, oui, j'exagère. Ça, faut pas exagérer, mais de pouvoir avoir des gens qui sont un minimum formés, alors qui n'ont pas forcément prendre la place de psychologue ou aux caisses, parce que c'est pas forcément accessible à tout le monde, quoi. Mais par contre, ça peut être accessible à beaucoup de gens qui peuvent avoir envie de donner un coup de main, tu vois, comme je disais, pour la cuisine, pour aider à organiser, à mettre en place des choses. Endroits aussi. Le fait de chercher des gîtes, c'est ça, ou d'organiser des collectes ou des choses comme ça, tu vois, c'est des choses qui peuvent être des poids en plus pour des petites associations, pour des collectifs qui ont besoin de se concentrer sur leurs objectifs, mais qui doivent aussi assumer ça, quoi. Et bon, bah, c'est pas toujours. Je pense que c'est pas évident de s'impliquer dans une cause ou dans une association ou auprès d'un public qu'on connaît qu'à moitié, ou voilà, ça peut faire peur aussi, tu vois, quand on n'est pas super informé. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas envie d'aider d'une façon ou d'une autre. C'est peut-être aussi comme ça que des solidarités peuvent se construire, je crois, pour des choses très, très basiques finalement, mais qui peuvent parfois être super précieuses, quoi. Enfin, je sais pas. C'est ma réflexion en ce moment, c'est pour ça que je la partage avec toi, mais je trouve c'est intéressant d'y réfléchir. Et oui, c'est vrai que ça passe par des petits trucs aussi, je pense. Un exemple vraiment très basique. L'année passée, on était dans le cortège de la Pride et on a eu en fait beaucoup d'annulations en dernière minute et on s'est retrouvé à devoir aller chercher des gens qui étaient bien d'accord, d'autres assos pour porter nos pancartes. Parce qu'en fait on a des très très belles pancartes, mais on en a beaucoup. On avait ramené plus de pancartes que ce qu'on avait de gens. Et donc on a des gentils bénévoles d'autres assos qui nous ont aidé à porter nos splendides pancartes. Voilà, ce genre de petits trucs effectivement. Ça pourrait arriver à nouveau. Enfin, tout pour des banques. C'est déjà un bon début. Bon, bah écoute, merci. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, s'il y a des choses que tu veux. S'il y a peut-être des informations, des endroits sur lesquels on peut avoir des informations sur Transkit, par exemple. Oui, tout à fait. Alors pour l'instant, on est principalement joignable sur les réseaux sociaux. Notre adresse mail est un peu submergée et donc du coup on répond plus vite que ce soit sur Facebook Transkit Belgique ou Instagram @transkit_, je pense, Belgique. Si c'est pas un underscore, c'est un point, sinon j'achète dans ce que je remettrai les références. Donc on est sur Facebook et Instagram et c'est là qu'on répond le plus vite. Ok. Merci beaucoup. Avec grand plaisir.